Bonjour, bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 5e épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne Opposée. Au programme de votre émission préférée, oui préférée, nous reviendrons avec Baptiste Maurigal sur la défaite tout en bravoure des guerriers de Taegouk, encore valide en tout cas. Je vous demanderai d'ouvrir vos livres d'histoire, la page Colombie s'il vous plaît, pour vous parler de l'exploit de Marcos Coll au mondial chilien de 1962. Puis nous terminerons par un petit brief des représentants de Lucarne Opposée du dernier groupe de ce Mondial Off. Les Cafeteros de Pierre Gerbeau, le Sénégal avec Pierre-Marie Gosselin et le Japon de nouveau avec l'ami Baptiste. Comme annoncé, on ouvre le bal avec ce dernier et sa chère Corée du Sud. Bonjour Baptiste, comment vas-tu ? Salut Simon, ça va moyen, hein, avec le résultat qu'on a eu, mais bon. Ça fait 3 ça va moyen de suite, entre le Costa Rica de Greg, le Pérou de Romain, à chaque fois que j'en prends pour un débrief, ça va moyen. Et oui, car en effet, chers auditeurs, vous l'aurez compris, la Corée du Sud a été défaite par la Suède, 1-0, une Corée du Sud, on l'avait dit hier, qui était extrêmement diminuée et qui du coup arrivait dans cette Coupe du Monde, on va dire, avec les moyens du bord. Moi, j'ai envie de dire, Baptiste, les moyens du bord, ils n'ont pas été moyens du tout. Hein. On a vu une Corée du Sud qui a fait ce qu'elle pouvait, mais qui a proposé quelque chose d'intéressant, qu'en dis-tu ? Déjà, ce que l'on peut dire en premier, c'est que Shin Tae-yong nous a encore sorti une surprise dont il a le secret, parce que la Corée a quand même commencé le match avec 4 joueurs à vocation offensive. Je parle, à vocation offensive, ça ferait un peu dire, d'habitude, il joue derrière. Non, là, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens qu'on était plus vers un 4-2-3-1 qu'on n'avait jamais vu, ou même un 4-3-3 en fonction de comment se plaçaient les joueurs. Et, ça, on l'avait jamais vu en fait. Donc c'était ce fameux plan entre guillemets qu'il avait caché à tout le monde, et donc il nous l'a sorti aujourd'hui avec Kim Shin-wook en pointe, Wang Yishan et Son Heung-min sur les côtés, et Lee Jae-sung normalement censé faire le meneur de jeu de cette équipe. Donc sur ce plan-là, on a été surpris à l'annonce des compos. Après, dans le match, ça n'a pas marché, hein, l'attaque toujours autant brouillonne, c'était assez particulier. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie de se lâcher offensivement. Ça tentait toujours de revenir vers l'arrière, de poser le jeu plutôt que de continuer d'accélérer, surtout que Lee Jae-sung dans l'accélération du jeu est très performant. Ça a d'ailleurs été le meilleur des 4 devant, mais un petit peu trop seul. Il faut vraiment un collectif, et là, vraiment, devant, il n'y en avait pas. Et après, là, pour le coup, là, un point positif, c'est que la défense n'a pas été ridicule depuis le temps que je le dis. C'est pas bon, c'est ridicule, ça fait plein de fautes. Là, pour le coup, on a eu une défense qui a tenu le coup. Alors, certes, il y a eu beaucoup d'occasions. Cho Yeon-woo a fait un énorme match dans les buts, mais on n'a pas eu ce Benny Hill, comme je l'appelle, c'est-à-dire un dégagement manqué dans les pieds des adversaires, des joueurs qui se gênent, qui communiquent pas, ou ce genre de truc. Kim Young-won, pardon, a été très très bon dans l'axe, et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner parce qu'il n'avait pas vraiment été performant avant. Et voilà, j'ai été surpris un peu de la défense qui a été très bonne. Par contre, l'attaque, voilà, on comprend pas trop où veut aller Shin Tae-yong. Il n'y a pas vraiment de tactique. Voilà, ça manque de quelque chose. Ça reste compliqué. Prochain match contre le Mexique, il me semble. Oui, c'est ça, contre le Mexique samedi. Ça, tu es assez optimiste ? Non, je suis un peu comme les médias sud-coréens à l'heure actuelle. Pour eux, la Coupe du Monde, elle est pratiquement terminée. Parce que là, pour se qualifier, il faudrait battre le Mexique, battre l'Allemagne, en espérant que les autres fassent aussi des défaites. Concrètement, tout le monde là, voilà, tout le monde se dit, il reste 2 matchs, c'est fini. Surtout que le coach et les joueurs avaient mis tellement l'accent sur le match de la Suède, comme quoi ils avaient quelque chose de prévu, que ça allait bien se passer, ils allaient gagner, que là, on se dit, ils ont perdu ce match-là, on n'a plus rien à espérer, c'est terminé. Voilà.
Très bien. Et ben écoute, on va se retrouver, on se retrouvera avant ce match Corée du Sud-Mexique pour Ouais. faire un petit point, voir Petite s'il n'y a pas eu plus de blessés, parce qu'il y en a encore eu un là pendant ce justement match-là. là justement, il semblerait que, Park Joo-ho qui s'est blessé, derrière la cuisse, coupe du monde terminée. Voilà. Donc ça continue, on en est à 6. 6 joueurs, blessés, sans coupe du monde. Ouais, Voilà. voilà, c'est costaud. Donc on fera quand même un petit point infirmerie avant le match du Mexique. Et puis on se quitte là sur la Corée du Sud, mais on se retrouve en fin de podcast, pardon, pour dire un mot sur la sélection japonaise. À tout à l'heure, Baptiste. À tout à l'heure. À croire qu'en coréen, avoir la ging se dit Russie 2018. Allez, on va causer de choses un peu plus joyeuses. Aujourd'hui, je vous raconte dans l'histoire du jour l'heure de gloire de Marcos Coll, héros de la Colombie 62 qui peut regarder tous les tireurs de corner de la compète et leur rappeler qu'il sera à jamais le premier. Mais n'allons pas trop vite en besogne, car se presser ne fait pas se lever le soleil plus tôt, comme le dit le proverbe guadeloupéen, et rappelons-nous d'où vient ce brave Marcos Tulio Coll Tecillo. Né à Barranquilla en 1935, il est le fils d'Emelina Tecillo et d'Elias Coll Tara, le premier arbitre colombien FIFA de l'histoire, l'homme qui a dirigé le premier match de l'histoire du football colombien professionnel le 15 août 1948. Une filiation qui semble donc déjà prédestiner Marcos à marquer l'histoire footballistique de son pays. Sa première équipe professionnelle sera le modeste Deportes Tolima, situé dans la non moins modeste ville d'Ibagüe, où il évolue entre 1956 et 1959, se considérant lui-même comme l'un des membres fondateurs de l'époque professionnelle d'un club dans lequel il reviendra à la fin des 60s. Entre-temps, en 1960, il débarque à l'América de Cali, alors dirigé par Adolfo Pedernera, un homme avec qui Marcos entretiendra une relation quasi filiale. Mais alors un instant, qui est donc cet Adolfo Pedernera ? Recruté par le Millonarios de Bogota au début des années 50, Adolfo Pedernera était une véritable star en Argentine, membre éminent de la Máquina de River qui écrase l'Argentine des années 40. El Frentudo, le grand front dans la langue de García Márquez, arrive en Colombie suite à la grève du football argentin pour jouer sous les couleurs des Embajadores, en compagnie d'une autre des stars de l'époque, Alfredo Di Stefano. Emmené par ces deux joyaux, Millo vivra l'une des plus grandes périodes de son histoire, appelée Époque del Dorado, raflant une Coupe de Colombie et 3 championnats consécutifs entre 1951 et 1953. Adolfo reste charmé par la Colombie et y reviendra au début des années 60 pour diriger l'América de Cali, puis prendre en main la sélection et donc croiser la route de notre héros. Sous les ordres de Pedernera, les Cafeteros parviennent à se défaire du Pérou lors d'un barrage qualificatif au Cordo et ils valident leur premier ticket pour une Coupe du Monde, la 3e organisée sur le continent, au Chili, où ils affronteront l'Uruguay, vainqueur de la Copa América 1959, la Yougoslavie vice-championne d'Europe 1960, mais surtout l'URSS du mythique Lev Yakin, championne olympique 1956 et championne d'Europe 1960. El Maestro, un autre surnom plus classieux celui-là, organise alors l'opération Coupe du Monde. Il présélectionne 35 joueurs qui sont réunis pour un stage commando à l'Escuela de Caballería de Usaquén. De ces 35, il en retient 22 pour faire le voyage au Chili, parmi eux notre ami Marcos Coll. Lorsqu'il était enfant, le petit Marcos était allé assister à un match du Grand Millonarios à Barranquilla, emmené par son père qui l'avait invité à venir voir les stars argentines. Ce jour-là, du haut de ses 14 ans, Marcos avait réussi à réaliser son rêve d'alors, obtenir un autographe de son idole, un certain Adolfo Pedernera. 13 ans plus tard, la veille de l'un des amicaux préparateurs de cette Coupe du Monde 1962, Marcos Coll quitte l'hôtel de la sélection en douce pour passer chez ses parents et ramener la vieille page du Graphico sur laquelle le maestro apparaissait vêtu de son maillot de River, cette même page signée une bonne décennie plus tôt par celui qui allait devenir son entraîneur. Il devient alors aux yeux de tous les autres joueurs le fils de Pedernera. Sur le terrain, Marcos Coll est milieu, un excellent milieu. Harold May Nichols, alors journaliste avant d'être président de la Fédération chilienne de football, en fera même l'un des plus grands qu'il a vu jouer, dans son livre Historias Sudamericanas en la Copa del Mundo.
Il est l'un des hommes clés de l'entraîneur et le 3 juin 1962, il entre dans l'histoire du football. Ce dimanche de juin, à Arica, l'Estadio Carlos Didborn est rempli par plus de 8000 spectateurs venus assister au match opposant la Colombie à l'URSS de l'Araignée Noire, pas encore ballon d'or pour le compte de la deuxième journée du groupe 1. À 15h47, l'arbitre brésilien de la rencontre lance le match. À 15h58, le score est déjà de 3-0 en faveur des soviétiques et l'affaire semble en voie de tourner au carnage. Il n'en est rien. D'abord, Germán Aceros réduit l'écart en milieu du premier acte. À la pause, Pedernera bouge ses troupes, leur remet la tête dans le bon sens, les convainc de ne rien lâcher. Pourtant, tout semble contraire aux cafeteros. Ponedelnik inscrit le 4e peu avant l'heure de jeu. C'est plié. Enfin, c'est ce que tout le monde croit, au moment où Marco Scholl s'apprête à tirer un coup de pied de coin. Il raconte. El Maestro Pedernera avait décidé qui tirerait les corners, les coups francs, les pénaltys. Les corners côté gauche étaient pour moi. J'ai pris mon élan et j'ai tiré comme d'habitude. Le ballon a pris alors un effet spécial. La première chose à laquelle j'avais pensé était de ne pas tirer trop car ils étaient meilleurs que nous dans le jeu aérien. Le joueur qui était au premier poteau s'est décalé et le ballon est passé, entrant dans les buts de Lev Yashin, le meilleur gardien du monde. Marco Scholl ne le sait pas encore, mais il vient d'inscrire le premier corner direct de l'histoire des Coupes du Monde. Son but change tout. La Colombie est revitalisée, elle prend alors le jeu à son compte, se libère, déroule et secoue l'ours soviétique comme peu d'équipes parviendront à le faire. Au cours de ces 20 minutes de pression, elle inscrit 2 nouveaux buts et réussit un miracle, décroche le nul 4 buts partout, prenant son premier point dans une phase finale de Coupe du Monde. S'il est sans lendemain, la Colombie sera ensuite balayée par la Yougoslavie et terminera à la dernière place du groupe, l'exploit est immense. En Colombie, la folie mondiale s'est emparée des rues. La fête est immense, oui, ce nul est bien une victoire pour la Colombie. Le cœur et le jeu de ces cafeteros a marqué spectateurs, journalistes et techniciens présents à Arica. À leur retour, les hommes du maestro seront célébrés en héros, les premiers de l'histoire mondiale du football colombien. Mais ce 3 juin 1962, au-delà du seul point pris par la Colombie dans cette Coupe du Monde, la première de l'histoire pour le pays, le but de Coll entre dans la légende. En trompant Lev Yashin depuis le coin gauche du terrain, le fils de Pedernera devient Marco Scholl, El Olímpico, le premier joueur à avoir marqué sur corner direct dans une phase finale de Coupe du Monde. Et vous savez quoi ? Âgé aujourd'hui de 81 ans, il attend encore son successeur. Eh ben, ça va James, pas trop la pression du coup ? Car oui, les héritiers de Marco s'apprêtent à faire leur entrée dans la Coupe du Monde contre le Japon. Retrouvons Pierre Gerbeau pour voir si les hommes de Pekerman sont affûtés. Hola Pedro, l'ami Pedro, comment estás? Hola Simon, bien, bien et tout? Ça va très bien, comment ça va du côté de Bogota? Il fait beau à Bogota? Moyen. Moyen. C'est... Bon écoute, Ouais, à Belo vraiment Horizonte, il moyen. fait très beau. Eh bien écoute, j'espère qu'il fera beau et qu'il fait beau en tout cas dans la tête et dans le groupe colombien qui s'apprête à jouer son premier match de Coupe du Monde contre le Japon ce mardi. Comment ma foi, c'est une équipe qu'on sait talentueuse mais qui fait pas énormément de bruit, qui vient tranquillement sur la pointe des pieds et qui fait son travail. Comment elle arrive dans sa Coupe du Monde, cette Colombie? Bah, elle arrive avec en tout cas une certitude, et la certitude qui date pas d'aujourd'hui, qui date du mois de mars, c'est que la Colombie est capable de faire un gros match contre une grosse nation. Voilà, le match en France, il a certainement permis ça. C'est que avant il y avait un petit, on l'a vu en qualif, on l'a vu à la Coupe du Monde il y a 4 ans où jouer contre le Brésil au Brésil, c'était trop haut. Mais ce match en France, il a permis ça, de se dire ok, la Colombie peut rivaliser contre une nation qui a un nom, un palmarès comme l'équipe de France. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après, en termes de jeu pur, il y a eu qu'un seul match de préparation contre l'Égypte à Bergame en Italie le 1er juin qui a débouché sur un 0-0.
Sur l'état de forme actuel, on n'a pas plus d'informations que ça. Un match amical, c'était un peu court. D'ailleurs, la Colombie a essayé d'en jouer un deuxième juste avant de partir pour la Russie. Et finalement, il y avait que des nations qui ne présentaient pas un intérêt énorme. Donc, en termes de jeu actuel, on ne sait pas dans quel état de forme vraiment se trouve James, Falcao, mais mentalement, ça va et je pense qu'il n'y aura pas trop d'inquiétude à avoir sur ce niveau-là. Ils sont bien. James n'a pas joué 80 matchs, Falcao non plus. Falcao est sur la réserve depuis janvier, donc je pense que ça va. Vraiment, je pense que ça va. D'accord. Et comment cette équipe de Colombie est vue au pays? Est-ce qu'on est positif? Est-ce qu'on est optimiste? Est-ce qu'on a des réserves? Oui. En tout cas, sur la phase de groupe, ce qui se dit en Colombie, c'est que si l'équipe joue à son niveau, elle doit battre le Sénégal, elle doit battre le Japon. Ça, c'est ce qui se dit. Si vraiment et la Colombie est au niveau de ce qu'elle a montré en France, ce qu'elle a montré même contre l'Australie en amical, c'était bien. En qualif aussi, parce qu'elle a fait des matchs en qualif qui ont été plutôt bons. Alors pas forcément contre les grosses nations, quoique à la maison contre le Brésil, il y a eu des séquences vraiment très intéressantes. Donc voilà, ce qui se dit, c'est si la Colombie à son niveau, ça passe au moins en phase de groupe. Après, ce sera une autre compétition, une autre paire de manches. Très bien, mais comme tu l'as dit, ils savent maintenant qu'ils sont capables de bouger des grosses équipes comme ils l'ont fait contre la France au Stade de France. Et d'un point de vue plus tactique, contre le Japon, à quel genre d'équipe on peut s'attendre de la part de Pekerman? Du classique? Quel genre de 11? Alors, il y a des incertitudes, il y en avait, on va dire. Parce que donc la Colombie a joué la majeure partie des qualifs en 4-2-3-1 avant de passer en 4-4-2 sur le match contre le Pérou et contre les matchs amicaux de novembre et contre l'Australie en mars. Et contre l'Égypte, c'était finalement quelque chose à mi-chemin entre un 4-3-3 et un 4-2-3-1. Bon, pour demain, a priori, ce sera un 4-2-3-1. Alors, au milieu, ça devrait être Abel Aguilar, l'ancien de Toulouse, avec Carlos Sanchez. A priori, plutôt Aguilar que Uribe, même si il y a une petite incertitude. Et à gauche, comme souvent en qualification, et même s'il n'aime pas beaucoup jouer là, ce devrait être Luis Muriel, le joueur de Séville. Donc on se dirige vraiment vers un 4-2-3-1 avec Ospina, Arias, Zapata en défense centrale plutôt que Mina, et Davinson Sanchez, Juan Morica, et Carlos Sanchez, Abel Aguilar, Cuadrado à droite, et Muriel à gauche, James en 10 et devant Falcao, capitaine. Tout à fait. À ma foi, oui, il y a quelques incertitudes, mais ça reste classique. Et on espère que Falcao pourra enfin vivre pleinement sa Coupe du Monde, puisqu'il n'avait pas pu le faire en 2014. Écoute, merci beaucoup Pierre, et puis on se retrouve demain pour débriefer ce Colombie-Japon. Exact, 7h du matin heure locale en Colombie. Ça va être, on débriefera ça. Ça marche, avec un petit café alors. Un café brésilien chez moi, un café colombien chez toi. Ciao Pierre. Ah oui. Donc la Colombie est donc prête à en découdre. Mais qu'en est-il de son adversaire? On retrouve Baptiste Mourigal pour faire le point sur Kagawa, Nagamoto, Kawashima, Sakai et consorts. Et on retrouve Baptiste Mourigal, qui va toujours bien? Ça va toujours bien, ça va. Très bien. Pour dire un mot des Blue Samurai, des samouraïs bleus de la sélection du Japon, qui ouvriront demain leur compétition face un match, ça commence fort pour eux, un match déjà piège contre la Colombie. Le Japon, on le sait, avait fait toute sa préparation et sa qualification avec coach Vaïd, avec Vaïd Halilhodžić, qui a été débarqué quelques mois seulement avant le début de la Coupe du Monde. Donc c'est un Japon un petit peu instable qui arrive face à la Colombie. Qu'est-ce qu'il en est? C'est totalement instable. Alors on a là, si tu veux, le nouveau coach, là, Akira Nishino, il a eu son équipe que pour 3 matchs. 3 matchs où il a tenté des choses, il a pu tenter 2 tactiques différentes, il a testé ses joueurs. Il y a eu 2 défaites face à la Suisse
et face au Ghana. Ensuite, il y a eu une victoire face au Paraguay, mais le match était vraiment. Le Paraguay était pas bon du tout et le Japon a quand même réussi à prendre 2 buts. C'était pas vraiment folichon. Donc voilà, ils arrivent, eux, pour le coup, vraiment dans l'inconnu à ce mondial avec seulement 3 matchs sous leur nouveau coach. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais il n'y a pas vraiment de grands espoirs. À quel 11 on peut s'attendre demain, du coup, contre la Colombie? À quel genre de tactique on peut s'attendre? Quel profil Ah, d'équipe? alors, il partirait sur un 4-2-3-1 avec Kawashima dans les buts, donc le gardien du FC Metz. On aurait Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo en défense. Ensuite, les deux, ça serait Azebe, Shibazaki. D'après la presse, Azebe, c'est même pas sûr qu'il soit titulaire, ça se jouerait avec Yamaguchi. Donc Azebe, c'est quand même le capitaine, donc ça veut encore dire qu'il y a des ajustements à avoir. La ligne de 3, ça serait Haraguchi, Kagawa et Inui, qui avaient mis un doublé contre le Paraguay. Et en seule pointe, Osako. Voilà, puisque Shinji Okazaki est blessé. Et d'après toujours la presse nippone, il serait forfait pour la Coupe du Monde et le Japon ferait revenir Asano. Donc voilà, on partirait sur ça. Rien n'est encore arrêté. Il y a toujours cette idée peut-être de mettre Honda à la place de Kagawa. On ne sait pas encore. Là aussi, ça titille un petit peu. Enfin, ça touche un petit peu à tout. Ça cherche les derniers petits réglages. On verra. D'accord. Bah, tu as parlé de la presse et voilà, on fait toujours un petit point, hein, sur comment on voit cette Coupe du Monde au pays. Alors au Japon bon, le football n'est pas le sport roi, totalement roi au Japon. En tout cas, c'est le baseball, on le sait, mais ça reste un sport, un des gros sports japonais. Et le Japon, du point de vue de la planète football, est vu maintenant comme une nation du football. Hein. C'est plus le Japon de 98 et du début des années 90. Il a bien grandi, le Japon. Alors du coup, les Japonais, eux, comment ils voient cette nouvelle Coupe du Monde? Ils sont partagés, parce que d'un côté, ils vont forcément soutenir leur équipe. C'est comme tous les pays asiatiques, hein, on est à fond derrière la sélection, c'est le pays, etc. Mais ils savent aussi que y a eu toute une période avec Coach Vaïd et que ça s'est très mal terminé, que là, c'est un nouvel entraîneur qui n'a aucune certitude. L'équipe ne joue pas très bien. Donc, comme je l'avais dit avec la Corée, ils sont un peu dans le même esprit. Voilà, on est là, on va essayer de sortir du groupe, mais on sait très bien que forcément, voilà, il y a plein de circonstances qui font que ça risque d'être très très compliqué. Très bien, et ben écoute, on leur souhaite le meilleur contre la Colombie, auquel on va réserver le même sort, hein, de brief d'avant-match, de veille de match avec Pierre dans un instant. Et nous, Baptiste, on se retrouve demain pour un petit débrief de ce match Colombie-Japon. Ok, très bien, parfait. Ça roule. Ciao Baptiste. Salut. Dernière sélection de la sphère lucarno-posée, placée dans ce groupe H, le Sénégal débute ce mardi face à la sélection qui vaut de l'or au Scrabble, la Pologne du grand Robert. Accueillons Pierre-Marie pour savoir comment se portent les Lions de la Teranga. Bonjour Pierre-Marie, comment vas-tu ? Bonjour Simon, écoute, ça va bien, un tout petit peu moins bien que la dernière fois vu que mes Nigériens et en général mes équipes africaines ne sont pas encore au top de la forme, mais ça va aller. Après la pluie vient le beau temps. Oui, en effet, les Nigérians ont plutôt déçu, les Marocains, on va pas dire qu'ils ont déçu, mais ça s'est pas bien passé, en tout cas c'est pas bien goupillé. Mais aujourd'hui on est là pour parler du Sénégal, des Lions de la Teranga qui vont ouvrir leur Coupe du Monde contre la Pologne. Alors on l'avait dit un petit peu, on en avait parlé rapidement parfois dans nos podcasts de préparation à la Coupe du Monde, on n'avait pas fait de point exact dessus. Le Sénégal, c'était un petit peu compliqué, il y a beaucoup de talent, mais c'était pas forcément toujours bien organisé au niveau de l'effectif, etc. Comment ces Sénégalais arrivent dans ce mondial? Ils ont fini par trouver une cohérence, une cohésion? Écoute, c'est pas encore tout à fait ça. D'ailleurs, les matchs de préparation en attestent avec un match nul contre le Luxembourg, une défaite contre la Croatie et une petite victoire contre la Corée du Sud. Voilà, comme on le disait, hein, ce Sénégal, c'est avant tout une équipe avec de très fortes individualités. Collectivement, Aliou Cissé a encore un petit peu de mal à trouver son équilibre et la recette.
Mais bon, c'est quand même sur le papier, c'est un outsider très sérieux, une équipe très sérieuse avec beaucoup de talent. Au niveau de la forme, ils ont une petite tuile. Le forfait de début de compétition, malheureusement, avec leur arrière gauche, Saliousis, qui a été obligé de quitter le groupe carrément, et le staff a fait appel à un des réservistes, Adama Mbengue, qui joue du côté de Caen, pour le remplacer à gauche, même si on risque de voir le joueur des Girondins, Youssouf Sabali, qui habituellement joue côté droit, mais qui risque d'être basculé côté gauche, et avec pourquoi pas Lamine Gassama, un ancien de la Ligue 1, de Lorient, de Lyon notamment, qui devrait être à droite. Voilà, sinon, à part ça, tout a l'air quand même de pas trop mal se passer. Les échos de la préparation sont quand même plutôt bons. L'ambiance dans le groupe est pas mal. Et puis voilà, le Ramadan est passé. Donc maintenant, les joueurs seront à 100% physiquement. Très bien. Et on le sait, en Afrique, ça vibre toujours énormément pour la Coupe du Monde. Comment les Sénégalais s'apprêtent, en tout cas au pays, à rentrer dans ce mondial russe? Alors, tu sais très bien, Simon, qu'en Afrique, on fait pas dans la demi-mesure. Et même si le Sénégal n'a pas revu la Coupe du Monde depuis la Corée et le Japon en 2002, ça n'empêche pas aux supporters d'avoir énormément d'ambition. Voilà, on leur demande d'atteindre au minimum l'écart pour suivre sur la lancée de 2002, et on rêve même de demi-finale. Donc voilà, c'est comme ça en Afrique, pas de demi-mesure, on les soutient jusqu'au bout. Et bon, le groupe assez homogène qui leur est offert avec la Pologne, le Japon et la Colombie permet cependant d'avoir de réels espoirs et de réelles ambitions, parce que voilà, sortir de poule, c'est complètement envisageable. Après, match élimination directe avec le talent du Sénégal, Ismaïla Sarr, Keita Baldé et bien sûr Sadio Mané, ça peut mettre des buts à n'importe quelle défense. Et au niveau de la popularité, est-ce qu'ils ont bonne presse, ces Lions de la Teranga, auprès de leur public, mais aussi auprès de la presse? Est-ce que tu as une idée de ça? Oui, bien sûr. Bon, tu sais, même si les journalistes africains sont toujours très bons pour tailler, pour découper à la machette le moindre faux pas d'un joueur, d'un entraîneur, etc. Quand il s'agit de rentrer sur le terrain, de toute façon, tout le monde pousse dans le même sens, et voilà, on a déposé les armes à terre. Maintenant, la compétition va commencer. On va laisser se passer le premier match. Si ça se passe bien, la presse continuera de pousser comme un seul homme. Si ça va un peu moins bien, forcément, les critiques vont tomber, notamment sur le coach Aliou Cissé, qui, on peut le rappeler, est le plus jeune entraîneur de cette Coupe du Monde, 42 ans. Il est même plus jeune que certains joueurs comme le gardien égyptien El Hadari. Donc voilà, il a... Et on se souvient de lui au Paris Saint-Germain, époque Dalmat, Luxin, Anelka et compagnie. Ouais. Et oui, ça fait déjà un petit moment, ça fait 18 ans environ. Et pour terminer, contre la Pologne, on doit s'attendre à quel genre d'équipe? Écoute, un petit peu à l'image des autres équipes africaines qu'on a eu l'occasion de voir, hormis le Maroc, qui a quand même quelques certitudes. C'est une équipe qui n'a pas un milieu qui lui permet de contrôler la balle et d'avoir un jeu tout en possession. Que je les ai déjà nommés, que ce soit Ismaïla Sarr, Keita Baldé ou Sadio Mané, c'est des joueurs qui vont plutôt très vite devant. Donc attendez-vous davantage à avoir une équipe qui joue assez bas, qui laisse la balle à l'adversaire et puis qui va profiter des moindres opportunités pour filer droit au but et essayer de marquer sur des actions avec pas forcément beaucoup de passes. Très bien, écoute, on suivra ce match avec attention, comme tous les matchs de la Coupe du Monde. Merci beaucoup Pierre-Marie, on se retrouve demain pour débriefer ce match-là, si t'es dispo. Avec grand plaisir. Ça marche, ciao PM. Salut Simon. Allez, un petit point sur les résultats et les classements de la veille pour terminer. Dans le groupe F, la Suède rejoint le Mexique en tête du groupe en prenant les 3 points contre la Corée du Sud, qui tient compagnie à la Mannschaft sans le moindre point. Dans le groupe G, la Belgique fait le job contre un Panama brave mais trop faible, 3-0, et l'Angleterre arrache la victoire au forceps 2-1 face à la Tunisie, qui peut s'en vouloir d'avoir craqué dans les dernières minutes après les efforts réalisés tout au long de la partie. Les Belges sont premiers avec 3 points, devançant la perfide Albion à la faveur d'une meilleure différence de but, 3 points également. Le Panama et la Tunisie restent à quai, les poches vides. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 5e épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux,
La VO du jour est tunisienne, il s'agit de celle de monsieur Issam Chawali qui a vibré lors du pénalty de Fejarni Sassi. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis! يمشي ديلان مرون وينو ضربة راس اضرب الروش ضربة جزاء بينالتي بينالتي المنتخب التونسي في الدقيقة 33 ضربة جزاء الروش الروش كيبوش الروش كيبوش الروش كيبوش يا ربي معاك يا فرجاني فرجاني هدف التعادل هدف التعادل الفر يا الفر فرجاني الساسي هدف التعادل النسور لا صوت يعلو فوق صوت الرجال فوق صوت نسورك يا الخضراء أول هدف عربي تسجله تونس عن طريق الفرجاني الساسي هذه ضربة الجزاء